cette journée culturelle par l'allocution du président de l'association, M. Djoum Ibrahima. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis tout particulièrement honoré aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de la deuxième journée culturelle de Seydi Babi en France, organisée par ARCEF. En y associant tous les membres, je remercie la mairie de Villiers-le-Bel et la commune de Seydi Babi pour leur disponibilité et leur soutien. Je remercie également toutes les associations du Guidimara qui ont fait leur déplacement pour être parmi nous aujourd'hui. Une journée culturelle est une occasion pour promouvoir la culture d'un peuple, d'un pays et d'une ville. Cette journée est une joie pour tous les adhérents et une occasion pour moi de décrire brièvement l'association des ressortissants de Seydi Babi en France, ARCEF, de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, tout en parlant de nos objectifs futurs. Je voudrais vous remercier pour votre présence et vous dire le plaisir tout particulier que j'ai à être parmi vous. C'est un grand honneur pour les membres ARCEF et pour moi-même de vous souhaiter la plus sincère bienvenue. ARCEF a été créée en 2009. Elle a été fondée par un noyau dur, M. Keita Moussa, M. Mahakone, M. Yayaba, M. Baba Kamara, désireux de réunir leurs forces face aux problèmes des Seydi Babiens en France et à Seydi Babi. ARCEF n'est donc pas né du hasard. Je tiens à remercier ces hommes, et en particulier M. Keita Moussa, ici présent. En effet, Moussa Keita s'est particulièrement attaché à agir pour apporter des solutions concrètes aux difficultés des Seydi Babiens. C'est donc tout naturellement en s'appuyant sur son expérience et sur ses connaissances que cette organisation originale a été mise en place il y a bientôt 6 ans. Ces objectifs répondaient en effet et répondent toujours à nos orientations qui font des populations de Seydi Babi une priorité majeure. ARCEF a pour mission d'apporter une aide aux populations de Seydi Babi les plus nécessiteuses, de veiller à l'intégration des Seydi Babiens de France, de servir de pont entre les Seydi Babiens de France et la ville de Seydi Babi. Depuis sa création, ARCEF ne fonctionne financièrement que par les cotisations de ses membres et la générosité de quelques donateurs. C'est donc l'ensemble de vos actions et de vos efforts qui font aujourd'hui notre particularité et efficacité. En 2014, ARCEF, avec ses petits moyens, a envoyé au lycée de Seydi Babi des fournitures scolaires destinées aux élèves les plus démunis. Une action pleine de sens quand on sait que des élèves ne venaient pas au cours car ils n'avaient pas de stylo. Toujours en 2014, ARCEF, en collaboration avec EPS, Ensemble pour Seydi Babi, a apporté son aide aux Seydi Babiens victimes des inondations des pluies diluviennes de l'hivernage 2014.
soyez-en remerciés, M. Keita Moussa, Baba Kamara et Baba Khan. Je tiens à saluer tous ceux dans la salle qui travaillent au quotidien pour améliorer la situation des célibataires les plus en difficulté. Je remercie également tous les membres ARCEF actifs pour leur formidable dynamisme et leur engagement qui font aujourd'hui d'ARCEF un acteur important dans la vie des célibataires. Dans le futur, ARCEF compte intensifier ses actions dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport et de la culture. J'appelle donc tous les célibataires de France et tous ceux soucieux d'aider les célibataires à rejoindre ARCEF qui a tant besoin de vous. Voilà, mesdames, messieurs, le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui. Saluez votre vitalité et les combats que les membres ARCEF portent pour une société célibataire épanouie et intégrée. Saluez également les futurs membres ARCEF. Saluez enfin toutes les femmes, tous les hommes soucieux du développement de Célibabi, du Guidi-Maka et de la Mauritanie. Pour finir, je compléterai par une citation de Melvin Jones des Lions Club. On ne peut aller bien loin dans la vie si on ne commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tous les membres présents et moi-même, en tant que président, vous remercions d'être venus si nombreux. Nous sommes infiniment honorés par votre présence et nous nous montrons particulièrement sensibles à cette marque de courtoisie et de délicatesse. Ce n'est pas tous les jours que nous nous retrouvons ensemble. Alors, très bonne journée culturelle à tous. Je laisse la parole à M. Keita Moussa. Merci, Monsieur le Président. Après donc cette allocution d'ouverture, nous allons entrer dans le vif du sujet du programme de la journée. Comme vous l'avez eu à le voir dans le prospectus qui vous a été distribué, cette journée débute par une conférence. Cette conférence est donnée par une dame, c'est Mme Aïssata Alphaba, qui est titulaire d'un DEA en anthropologie et qui va nous entretenir sur l'influence ou l'impact de l'économie sur l'économie du sud mauritanien de la part de l'immigration. Donc, place à cette conférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je commencerai d'abord par présenter la conférencière. Comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de Mme Ba Aïssata Alpha. Elle est titulaire d'un DEA d'anthropologie et c'est une dame qui est impliquée dans la vie associative, en particulier l'intégration des personnes fragilisées par le parcours de la vie active. Elle mène des actions de prévention du cancer du sein
Elle aide aussi à la participation et à la mise en place de multiples formations autour du droit des femmes. Elle est créatrice d'une structure d'auto-entrepreneuriat intitulée Les liens citoyens. Donc, cette dame est aussi impliquée dans différents domaines tels que le vivre ensemble en harmonie, l'intégration des migrants, l'interculturalité, le droit des femmes et des jeunes filles, l'autonomisation. Donc, en un mot commençant, voilà, Madame Ba, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, je dois dire que c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est toujours agréable de se retrouver parmi des compatriotes, même si très souvent je ne travaille pas avec la communauté mauritanienne. J'ai plutôt l'habitude de former des professionnels parce que je suis formatrice de formateurs. Mais on va commencer par le début. En bonne peul que je suis, Nombadon, Misalmini, Dendangal Bandira de Wanbedo, Koto Fofi Indemum et Yatodemum, je m'excuse, je ne parle pas soninké. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, on va commencer par le début, c'est-à-dire de remercier les initiateurs de cette rencontre et les initiatrices, parce qu'il y a des hommes et des femmes debout. Donc c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver et échanger. Donc bravo à l'association des ressortissants de Célibavi en France d'avoir initié cette belle rencontre. Alors, qu'est-ce qui nous occupe aujourd'hui? L'impact de l'immigration dans le sud mauritanien. C'est une grande question. Rien que votre présence ici, la mienne, l'ensemble des personnes qui sont ici, questionne déjà la thématique. Quel est l'impact en fait de cette immigration? Mais là aussi, on va faire très doucement, on va commencer par le début. L'immigration de la vallée du fleuve, parce que quand on dit immigration de Célibavi, cela va au-delà, c'est l'immigration des ressortissants du bassin du fleuve Sénégal, c'est-à-dire Mali, Mauritanie, Sénégal. C'est très lié. C'est vraiment une immigration de la vallée du fleuve. Mais effectivement, on va contextualiser. Là, on est sur le Guidimaha mauritanien, mais ce sont des questions qu'on ne peut pas séparer. On va remonter un peu dans le temps pour mieux contextualiser. Nous sommes en 1960. Comme vous le savez, en fait, c'est le début en fait, de ce qu'on appelle la décolonisation. Et donc, à ce moment-là, il y a une demande en fait, du patronat, principalement des patrons ici, qui sont demandeurs d'une main-d'œuvre. Et donc, des migrants du sud, de pays anciennement colonisés, vont venir ici. Alors, 1960, vous vous rappelez, c'est 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, 1945. Donc, la France est en période de reconstruction et donc elle a besoin de main-d'œuvre. Et comme à son habitude, elle va se tourner vers une main-d'œuvre du monde agricole. C'est pas quelque chose, d'exceptionnel en France. Toujours quand on reste dans l'histoire, on se rend compte qu'en France, à chaque fois que la France a dû se reconstruire, elle a fait appel à une main-d'œuvre agricole. D'abord, la main-d'œuvre la plus proche, la main-d'œuvre d'abord française du monde agricole, parce que je le fais exprès, là je joue sur ma casquette interculturelle, parce que les gens disent main-d'œuvre malléable et ils pensent en fait au sud, c'est faux. D'abord, la France, au sortir de la Première Guerre mondiale, 14-18, va se tourner vers la main-d'œuvre agricole d'ici. Et ensuite vers des pays européens et enfin vers les pays anciennement colonisés. Donc, ce n'est pas parce que c'est une main-d'œuvre malléable et facile, non. Pour ma part, je crois que c'est plutôt en termes de fonctionnement, de travail en équipe, etc., de ce jeu entre le nous et le jeu qu'on ne pourra pas développer ici. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas de main-d'œuvre malléable. C'est pas cela, c'est pas du tout cela. Je fais exprès en fait de croiser ces histoires-là
pour qu'on comprenne bien les choses et qu'on ne participe pas à un renforcement du stigmate négatif. Poursuivons, 1960-1975. Nous sommes en 1975, la France fait face à une crise financière. À ce moment-là, au niveau juridique, elle ferme ses frontières. Parce qu'avant, en fait, pour venir, si quelqu'un appartient à une colonie, elle venait simplement avec une carte d'identité. À partir de 1975, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une crise financière, au niveau juridique, les choses se rigidifient et donc il faut un visa. Et donc 1975, vous vous rappelez, c'est pas loin de 1973. Et 1973, vous vous rappelez que il y a une sécheresse, c'est une période de sécheresse. Le début des années 70, en fait, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et donc les personnes vont partir en migration. Elles vont partir en migration dans une posture de noria, c'est-à-dire plutôt dans une logique de noria. Les gens ne viennent pas pour rester. Ils viennent, c'est une migration tournante. Quelqu'un vient, 5 ans, hommes célibataires, seuls, même s'ils ne sont pas célibataires, c'est des hommes seuls qui viennent. Ils viennent pour 5 ans et sont ensuite remplacés par des cousins, tout simplement, parce que ce soit Mamadou ou Samba qui viennent, c'est la même chose, parce que les ressources qui vont être allouées à cette famille vont être les mêmes, parce que, comme vous le savez, en fait, on a affaire à une société à solidarité mécanique. Donc, il y a une solidarité mécanique et le souci, c'est d'envoyer de l'argent, d'une part. D'autre part, en fait, ce qui est important, c'est que 1975, c'est la fin de l'immigration tournante. On ne pourra plus faire de noria. Un cousin ne peut pas aller remplacer. Cela va entraîner deux choses. D'une part, c'est que des personnes qui n'étaient pas venues rester vont rester. Humainement, vous savez que c'est dur. Et de l'autre côté, des politiques qui n'avaient pas envisagé en fait l'installation des familles vont devoir accueillir des familles. Parce qu'à ce moment-là, 3 stratégies vont se dessiner en 1975. Un tiers va rentrer, puisque je ne peux pas rester. Puisque je ne peux pas rester dans une logique de migration tournante, je rentre définitivement. Donc, un tiers rentre. Le deuxième tiers va rester dans les foyers et laisser leur famille dans les pays de départ, parce que cela sécurise en fait un peu certaines familles, de se dire oui, notre enfant est ailleurs, mais au moins sa femme, ses enfants sont là. Donc, ça rassure en fait la famille, etc. Le troisième tiers va faire venir sa famille. Et à ce moment-là, on assiste en fait à une migration de peuplement. Donc l'installation, la féminisation de l'immigration et la venue des enfants.